Vous êtes bel et bien sur la télé qui vous parle. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette édition d'information. Au sommaire de cette édition, au sortir de l'audience des députés Massata Samba et Mamadou Niang dans le cadre de l'affaire Amin Ndiaye Gniby, la défense a dénoncé l'absence de la plaignante. Maître Adama Fall estime qu'à la date du 26 décembre, le droit sera dit dans le cadre de cette procédure. Réserve de la motion de censure, position politique décriée de Wallo Sénégal, Mamadou Lamine Thiam lève l'équivoque. Si on peut parler d'opposition, c'est nous sommes un parti mûr. Intervention à suivre dans ce journal. Enfin, forum sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'élevage au Sénégal. Le ministre Ali Saleh Diop à l'écoute des acteurs privés du secteur de l'élevage. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, affaire Amin Ndiaye Gniby, au sortir de l'audition des députés Massata Samba et Mamadou Niang, leur avocat maître Adama Fall a relevé l'absence de la plaignante Amin Ndiaye. Du reste, selon lui, les faits n'ont pas la teneur qui a été donnée par le rapport du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. À cet effet, la robe noire estime qu'à la date du 26 décembre prochain, le droit sera dit dans le cadre de cette procédure. Maître Adama Fall, avocat à la Cour. Nous avons soulevé des exceptions devant le tribunal tenant à la qualité des députés de nos mandats et que des poursuites sur la base du flagrant délit ne pouvaient être déclenchées à leur encontre sans qu'au préalable qu'on ait levé leur immunité parlementaire. Le tribunal a estimé devoir joindre l'exception au fond et a déclaré ouverte les débats. Et vous avez tous vu qu'au cours des débats, ce qui a particulièrement retenu notre attention, c'est l'absence de la plaignante. Amin Ndiaye qui a alerté toute l'opinion nationale et internationale, Amin Ndiaye qui a investi les réseaux sociaux et les canaux de diffusion pour se plaindre et aggraver les faits et leur donner une proportion qu'ils n'ont pas, a brillé aujourd'hui par son absence. Donc nous étions seuls pour nous expliquer sur les faits. Et les explications données relativement aux faits ont fini de démontrer que les faits n'ont pas, en tout cas la teneur qui leur est donnée dans la plainte, les faits n'ont pas la teneur qui leur est donnée dans le rapport déposé par le président de l'Assemblée nationale. Le tribunal nous a écouté les parties civiles et a estimé devoir mettre l'affaire en délibéré pour le 26 décembre. À cette date, nous nous présenterons pour écouter le tribunal et rappeler que nous avons une confiance entière à la justice de ce pays. Nous avons confiance à la compétence et à la rigueur des magistrats en charge du dossier et nous ne désespérons pas que le 26 décembre, le droit sera dit. Et puis les auditions se poursuivent dans l'affaire Suite Beauté opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko. Après le marabout Mbaye Niass et l'ex-capitaine de la gendarmerie Touré, l'ancienne patronne d'Adji Sarr a été également entendue par le doyen des juges Maham Diallo. Madame Tal est revenue sur plusieurs détails dans cette affaire. Nous suivons le compte-rendu de l'audition. Après le marabout Mbaye Niass et l'ex-capitaine Touré, Madame Tal, ancienne patronne d'Adji Sarr qui accuse Ousmane Sonko de viol, a été également convoquée par le doyen des juges dans l'affaire Suite Beauté. Son audition a été sollicitée par les avocats de Ousmane Sonko. Entendue comme témoin, elle a confié aux juges qu'Adji Sarr a eu à travailler chez elle, notamment dans un salon 6 à Liberté 6. Madame Tal a indiqué avoir remarqué à plusieurs reprises la présence de Sidi Ahmed Mbaye sur les lieux. Lorsqu'elle a interpellé Adji Sarr, celle-ci lui a indiqué qu'il était juste un ami. La propriétaire du salon de massage renseigne que l'ex-masseuse de Suite Beauté lui a dit après en aparté qu'elle serait enceinte des œuvres d'Ousmane Sonko qui refuserait d'en assumer la paternité. Madame Tal qui rapporte que Adji Sarr lui a dit aussi qu'elle veut dénoncer le leader de PASTEF auprès des plus hautes autorités, dit avoir remarqué que durant cette période, Adji Sarr avait
acquis un nouveau téléphone iPhone en plus de recevoir la visite des personnes en 4x4. Cela renseigne-t-elle, reprise par Libération, qu'elle a contacté sa mère qui est sympathisante de PASTEF pour avoir le numéro de quelqu'un qui est proche de Sonko afin de lui dire de faire attention. De plus, rapporte Madame Tall, pendant cette période, elle avait interdit à Adji Sarr de sortir de la maison, surtout que Sidi Ahmed Mbaye était encore venu la voir. Mais, rapporte-t-elle, Adji Sarr lui avait indiqué qu'elle sortait juste acheter du fil à coudre avant de disparaître, jusqu'à ce qu'elle entende son nom à la radio lors de l'éclatement de l'affaire. Je vous disais également dans le sommaire, position politique décriée de Wallu Sénégal. Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, a levé l'équivoque ce lundi lors d'une conférence de presse à l'endroit sa coalition est mûre. Toutefois, face à l'attitude de la coalition Yewwi Askan Wi sur la motion de censure, Wallu Sénégal a tout simplement eu une réponse politique. Honorable Mamadou Lamine Thiam. Nous avons fait tout le budget ensemble. Nous n'avons eu aucun manquement. Partout où ils ont voté non, nous avons voté non. Et mieux. Donc nous n'avons aucun complexe par rapport à notre comportement. Eux aussi le savent. Ils ont déposé une motion de censure sans nous consulter. Le PDS n'est pas un parti qu'on traite comme ça. Le Wallu, excusez-moi. Notre coalition est une coalition majeure. Il n'y a rien au Sénégal que quelqu'un ait eu à faire que nous n'ayons déjà fait. Il faut vous rappeler, nous avons fait une opposition depuis 1974, nous sommes là. Nous sommes au Parlement depuis 1978. Nous sommes arrivés au pouvoir à 2000 pour ceux qui essaient de l'oublier. Nous avons exercé le pouvoir et nous sommes dans l'opposition, une opposition qu'aucun de ces leaders, qu'aucune de ce nouveau parti n'a subi ce que nous avons subi. Depuis 2012, nous sommes l'opposition la plus persécutée. Si on peut parler d'opposition, c'est nous. C'est nous. Des partis peuvent naître, c'est vrai, avoir des lignes oppositionnelles. Mais qu'est-ce que le pouvoir a fait contre ces partis? Rien. Nous, on nous a traînés dans les justices, on a embastillé tous nos gens. Qu'est-ce qu'on a fait encore à ces nouveaux partis? Rien. Rien. Il faut mettre sur la balance l'ensemble des sévices et des problèmes que le parti au pouvoir nous a créés depuis 2012 par rapport à ces épiphénomènes qui se passent aujourd'hui. Rien. Nous n'avons aucun problème avec le PASTEF. Nous nous réunissons ici avec le président Sonko. Nous n'avons aucun problème et vous le verrez dans le futur. Il y a eu un événement politique. Nous avons eu à avoir une attitude politique, notre position politique. Politique, toujours dans ce journal, Maître Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, a présidé les opérations de placement des cartes de l'APR à Kaolack. Mais les travaux ont connu des incidents compte tenu de la décision des jeunes de tout bloquer pour faire passer leur message qui n'est rien d'autre qu'une prise en charge effective de leurs préoccupations. À cette occasion, Maître Oumar Youm a transmis le message du président de la République, Macky Sall. Suivez. C'est vrai, au départ, il y a eu quelques incidents parce que les jeunes avaient quelques frustrations et voulaient montrer leur frustration, ce qu'on comprend. Parce que nous tous, en tant que responsables aujourd'hui, nous avons été aussi des responsables jeunes dans nos communes et dans nos départements. Nous comprenons un peu souvent les méthodes, malheureusement, qui sont utilisées par les jeunes, qui ne sont pas peut-être des meilleurs, mais bon, que nous comprenons parce que tout ça, c'est la politique. Aujourd'hui, les jeunes, maires, COJER, les responsables des femmes, tous les grands responsables, Madame le ministre, les directeurs généraux, PCA, les membres du Haut Conseil, membres du Conseil économique et social, nous tous, nous étions ensemble pour discuter, échanger sur ce qui nous paraît être le plus essentiel, c'est le placement des cartes au niveau du département de Kaolack, qui est un département important sur le plan démographique, important sur le plan religieux, sur le plan socio-économique, mais aussi important en termes d'intégration dans la sous-région, parce que Kaolack fait partie des régions frontalières avec beaucoup de pays de la sous-région. Donc nous sommes venus ici dans ce contexte pour apporter le message du président de la République, un message de paix, un message de concorde, un message d'unité des militants et militantes de l'APR dans ce contexte préélectoral
nous préparons les élections de 2024, qui sont des élections importantes pour le parti et pour la coalition. Donc cette opération de placement des cartes est une occasion de mobilisation, donc de remobiliser les militants et les militantes, de les aider à s'identifier aux instruments du parti, notamment les cartes, les statuts, les fiches de comité et les carnets de comité, ce qui est très important parce que depuis 2012, pareille opération n'a pas été engagée. Et justement, à l'occasion de la réunion des militants de l'APR à Kaffrine, Abdoulaye Sow a saisi l'occasion pour se prononcer sur le dernier rapport de l'ARMP, un rapport dans lequel son nom est cité dans presque tous les journaux au Sénégal. Et quant au rapport de la Cour des comptes, le ministre Abdoulaye Sow a tout simplement souligné que cela montre qu'on est dans un état de droit. Le ministre Abdoulaye Sow. Quand l'ARMP a sorti son rapport, certains esprits malveillants, certains journaux ont brandi ma photo, essayant de nous accoler l'image de mauvais gestionnaire. Non seulement dans la forme, comme dans le fond, ces journaux se sont lourdement trompés. Je suis un démocrate, je n'ai pas voulu poursuivre, mais la vérité est la vérité. Dans ce document, dans ce rapport, on parle de mars 2020. Moi, j'ai été nommé le 1er novembre 2020. Oui. Mais j'assume la continuité du service public. Dans le fond, il n'y a nulle part où il a été parlé de surfacturation. Il a été dit surcoût. Et là, le problème est simple. Quand le mieux-disant ne remplit pas les conditions de l'offre technique qui vient, c'est le second. Le second et le premier n'ont pas toujours les mêmes prix. C'est la différence entre ces deux prix qu'on parle de surcoût. Où est la surfacturation? Où est le détournement dans ça? Mais en fait, il y a une certaine place qui est dans une volonté de nuire. Mais la recherche de la nuisance se heurtera tous les jours au mur de la vérité, qui est implacable. Bien entendu, il y a eu aussi le rapport de la Cour des comptes. Il faut se féliciter que nous soyons dans un état de droit. Ceux qui disaient qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, avec ce rapport, savent que la justice fonctionne bien au Sénégal. Un rapport a été publié. Un rapport, c'est un avis d'individu sur une gestion. Et puis pour contribuer à la recherche des solutions pour un développement durable des productions animales et à la souveraineté alimentaire au Sénégal, le ministre de l'Élevage et de Protection animale a organisé ce lundi son deuxième forum sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'élevage au Sénégal. Le ministre Ali Saleh Diop est à l'écoute des acteurs de l'élevage. Dans le sillage du premier forum, parce qu'une des recommandations a été de dire que maintenant ce forum va être institutionnalisé et que chaque année on puisse le tenir. Cette année, nous avons demandé au secteur privé de prendre la parole pour dire ce qui ne va pas. Quelles sont les contraintes qu'ils ont jour après jour quand ils font le parcours du combattant. Quelles sont les contraintes qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut discuter avec les investisseurs pour pouvoir en tout cas faire de la co-construction de solutions. C'est ça en fait l'objet justement de ce second forum. Et nous sommes très honorés de constater que le secteur privé est largement représenté à ce forum. Le forum d'aujourd'hui, la seconde phase, va nous donner l'occasion de les mettre sur la table, venant de la parole justement du secteur privé. Nous ne voulons pas anticiper sur cela. Les institutions publiques ont exposé l'année dernière les mécanismes, les instruments que le gouvernement a mis à leur disposition. Le secteur bancaire avait fait de même. Malgré tout ça, nous voulons cette année donner la parole donc à ce secteur privé pour qu'eux-mêmes ils nous disent en fait les comptes. Parce que selon les filières, les contraintes peuvent être en tout cas peuvent ne pas être les mêmes. On peut penser effectivement que le foncier peut être effectivement une contrainte. Certains facteurs de production comme l'électricité, l'aliment de bétail, le financement effectivement des infrastructures d'élevage,
le financement de la santé du cheptel, etc., etc., etc. En bref et en image, le journaliste d'investigation et patron de Dakar Matin, Pape Alé Niang, retourne en prison. Le procureur de la République lui reproche de porter des accusations sur le directeur général de la police. Le juge du deuxième cabinet, Mohamed Seck, avait ordonné hier vers 20h la levée du contrôle judiciaire du journaliste. Pape Alé Niang a reçu un mandat d'amener de la part des éléments du groupe de recherche et d'interpellation, un démembrement de la division des investigations criminelles. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, c'est l'international. Massacre du 28 septembre en Guinée. Le capitaine Moussa Dadis Camara continue à nier toute responsabilité. Et puis en Tunisie, après l'abstention record aux législatives, le président Kais Saied sort de son silence. Enfin, COP15, après l'accord, la difficile mise en œuvre de la protection de la biodiversité. Suivez. Quatrième comparution de Moussa Dadis Camara au procès du massacre du 28 septembre 2009. Il était président de la transition à l'époque de la répression sanglante de l'opposition dans le plus grand stade de Conakry. Au tribunal criminel de Dixine, Moussa Dadis Camara a continué ce lundi 19 décembre à nier toute responsabilité. Celui qui était à l'époque le président de la transition, mais également commandant en chef des forces armées, nie toute implication dans le massacre. Je n'avais pas l'intention d'envoyer la troupe à ce moment, sachant que la police et la gendarmerie ont cette mission régalienne du maintien de l'ordre, assure l'ancien chef de l'État. Je n'ai jamais envoyé des éléments au stade du 28 septembre, insiste-t-il. Et puis en Tunisie, après 2 jours de silence, la présidence de la République a commenté dans un communiqué le taux de participation aux législatives de samedi 17 décembre dernier. Sa légitimité et celle du processus politique sont remises en cause par l'opposition qui appelle à sa démission après le taux d'abstention record à près de 90%. Le président a finalement répondu à ses détracteurs dans un communiqué tard dans la soirée de lundi sur sa page Facebook. Prenant l'occasion d'une réunion avec la chef du gouvernement, il a comparé ceux qui commentaient le taux de participation de premier tour à ceux qui analysent les résultats des matchs sportifs à la fin de la première mi-temps sans attendre la suite. Une position qui ne satisfait pas ces détracteurs qui réclament toujours sa démission et l'annulation du second tour du scrutin. Enfin, les quelques 190 pays ont adopté lundi des engagements supplémentaires en matière de biodiversité à la COP15 de Montréal, notamment autour du partage des bénéfices économiques à tirer des données génétiques issues de plantes et animaux. Au sujet de l'effondrement de la biodiversité, les regards se tournent désormais vers la mise en œuvre de l'accord qui va dépendre en grande partie des États. Souvent oubliés des acteurs économiques ou politiques, la nécessaire protection de la biodiversité aura eu son moment pari. Selon l'expression consacrée à la COP15 de Montréal, un accord ambitieux pour protéger et restaurer plus d'espaces naturels, pour réduire les impacts de notre agriculture ou des pollutions et pour mettre le sujet au centre de la table, juste à côté du climat. Maintenant, place à la page sportive. CAN 2025, la Fédération sénégalaise de football demande la candidature du Sénégal pour l'organisation. Championship, Sheffield United enchaîne contre Wigan Athletic et Iliman Ndiaye, passeur décisif. Et puis Tottenham, Pape Matar Sarr s'entraîne entre le groupe de Conté et les U21 de Tottenham. C'est bon. La Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué ce lundi 19 décembre 2022 pour démentir la candidature du Sénégal pour l'organisation de la CAN 2025. Il n'en est rien, un nom catégorique, alors que diverses sources confirmaient ces dernières heures que la CAF avait retenu différentes candidatures, dont celle du Sénégal, pour accueillir la CAN 2025. La Fédération sénégalaise de football remet tout au clair dans un communiqué paru ce lundi après-midi. La Fédération sénégalaise de football a en effet démenti ces informations, l'alliant à une candidature pour la dite Coupe d'Afrique. La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique que le Sénégal n'est pas candidat pour l'organisation de la CAN 2025, contrairement à ce que certains médias ont récemment annoncé. Les autorités sportives du Sénégal se focalisent pour le moment sur la construction et la réhabilitation d'infrastructures sportives à travers le pays afin de pouvoir accueillir dans un futur proche
une grande compétition continentale, peut-on lire dans le communiqué. Et puis vainqueur de la Wigan Athletic ce lundi soir à 2-1, Sheffield United enseigne un nouveau succès en championship. Titulaire Iliman Ndiaye s'est encore illustré. Sheffield United a joué à se faire peur mais s'impose bel et bien 2-1 sur la pelouse de Wigan Athletic en match de clôture de la 23e journée de championship. Les hommes de Paul Hakim Botton ont assuré ce troisième succès d'affilée grâce à des buts de John Egan et Billy Sharp. Comme lors du dernier match face à Huddersfield, le capitaine Dave Blade a marqué sur une passe décisive d'Iliman Ndiaye. Le jeune attaquant sénégalais en est désormais à 4 passes décisives en championnat cette saison et est le joueur le plus décisif de la championship puisqu'il compte 9 buts. En fin de retour avec son club depuis quelques jours, Pape Matar Sarr a repris les entraînements avec Tottenham. Le jeune milieu de terrain sénégalais a même pris part au match amical victorieux face à Peterborough 3-1. C'est la deuxième rentrée pour Pape Matar Sarr à Tottenham après le début de saison l'été dernier. Le jeune milieu de terrain des Lions qui vient de rentrer de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Sénégal, l'ancien Messin a retrouvé les siens en préparation pour la reprise de la Première Ligue qui revient dans une semaine sur les prix d'Angleterre. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa TV, les meilleurs.